va essayer d'expliquer une recherche de minimum d'une fonction. Alors qu'est-ce que c'est le minimum? C'est lorsqu'une fonction prend ses valeurs, ben, il y a une valeur pour laquelle elle est le plus petite possible. Alors là, la méthode qu'on va essayer d'utiliser, c'est la méthode du descente de gradient pour une fonction et une variable. Alors, donc, on a une fonction de R dans R, qui a x associe y égale f de x, et dont la courbe représentative est CF, comme c'est indiqué ici. Alors, la manière de procéder. On va choisir arbitrairement comme position de départ, hein, voilà la figure, une position ici, x0, d'accord, qui correspond bien sûr à un point de la courbe, P0. Donc ça, c'est la courbe CF. Ensuite, on va créer un processus qui consiste à... Alors, je vous rappelle, on recherche la position où la courbe CF a un minimum, c'est-à-dire, en gros, elle va faire quelque chose peut-être comme ça. Donc, quel est le processus qu'on va utiliser? Eh bien, on va calculer en ce point ce qu'on appelle la dérivée. Alors la dérivée, c'est un mode de calcul, on ne s'y intéresse pas pour l'instant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dérivée en x0, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire la courbe bleue que je viens de donner, et c'est-à-dire cette droite a un coefficient directeur qui est f' de x0. Alors ça va nous servir beaucoup, parce qu'en gros, ça va nous indiquer, suivant que f' de x est positif en x0 ou négatif, ça veut dire que la fonction est croissante ou décroissante. Alors, supposons que f' de x0 soit positif, c'est-à-dire que, en gros, la courbe a tendance à monter localement, c'est-à-dire la pente de la droite est positive. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que, eh bien, le minimum, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas par là, parce que là, on va vers une croissance. Il faut plutôt aller chercher vers une décroissance de la fonction, c'est-à-dire vers l'autre côté, si j'ose dire, vers les valeurs de x0 qui sont inférieures à x0. Alors, on va prendre une suite de valeurs calculées de la manière suivante. On va prendre x1, comme c'est indiqué ici, x1, qui est en dessous de x0 et qu'on va calculer d'une manière assez astucieuse. On va dire que x1, c'est x0 moins un certain nombre d qu'on va choisir à l'avance positif, bien sûr, multiplié par f' de x0. C'est-à-dire que automatiquement, tant que f' de x0 est positive, eh bien, quand je multiplie d par f de x0, cette quantité-là est un nombre positif, donc x1 va être en dessous de x0. Vous voyez, ici, on diminue de moins d f' de x0. Et on continue ça, on itère le processus à chaque point, c'est-à-dire pour x1, on calcule la tangente f' de x1 et on fait moins d f' de x1, et ainsi de suite. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on cherche le minimum, on suppose qu'il existe, eh bien f' de x, f', la dérivée, va tendre vers 0, c'est-à-dire que au minimum, la dérivée vaut 0. Donc nécessairement, cette quantité-là va diminuer régulièrement, et à la limite, c'est-à-dire quand n devient de plus en plus grand, on va se rapprocher du minimum de la courbe. C'est ça la descente de gradient. Alors, pour simuler ça dans Blender, eh bien, on va voir tout de suite comment ça marche. Alors, maintenant, passons à la description de la programmation de Blender pour arriver à cette descente de gradient. Alors, j'ai transcrit un petit peu ce que j'avais dit d'un point de vue formel en algorithme. Donc, on initialise la variable x en x0. Ici, alors, c'est la technique des frames qui permet de faire tourner une boucle. Ici, vous voyez, la boucle est là. Alors, le corps de la boucle, c'est, je calcule la position 1 à partir de la valeur de x, f de x. Je
je vais afficher la position, d'accord, hein, c'est le petit pointeur qui se déplace. Puis ensuite, je change la valeur de x, donc je fais x moins x delta.f' de x, d'accord, hein, je le stocke de nouveau dans x, et puis je change de frame et je continue, d'accord. Alors, ça, les variables vont être remplacées par les attributs de Blender, d'accord. Alors, on va passer au monde de Blender. Alors voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ça va un petit peu peut-être s'éclaircir dans la suite. Donc, ici, ça va être le corps de la boucle, d'accord, hein, c'est la simulation de Blender, c'est une simulation, hein. Donc vous avez le groupe input et le groupe output de la simulation, d'accord, qui est là, hein, groupe de la simulation input et groupe de la simulation input. Enfin, c'est le corps de la boucle. Alors, maintenant, les variables, alors vous voyez, la valeur de x est initialisée par un store attribute name, d'accord, un store named attribut, dans quelque chose que j'ai nommé x pour ne pas se tromper, puis je mets la valeur dedans, d'accord. Maintenant, le corps de la boucle, alors, il y a deux parties. Il y a une partie affichage, hein, je vous rappelle, si vous revenez un peu ici, hein, vous avez la position de x, f de x qui est affichée, hein, et puis ensuite le calcul et la frame qui se fait automatiquement. Bon, alors, pour ça, donc je pars de la variable x que je récupère par un named attribut, d'accord, et je calcule x2. Bon, maintenant, x2, hein, c'est l'ordonnée du point, et je fais un combine pour aller mettre ça dans la position, vous voyez, de la déformation ici. Hein, je vous montre la position de la déformation du vertex du petit plan qui est là. D'accord, hein, c'est pour ça qu'ici vous avez cette vertex numéro 2 qui est la sélection de cette position. Sinon, je déplace tout. D'accord, bon. Alors ça, c'est déjà l'affichage. Hein. Maintenant, deuxième partie du corps de la boucle, hein, qui est à l'intérieur, je vais calculer x moins delta de f de x, f' de x. Hein. F' de x, c'est 2x. Hein, pour la fonction x2, la dérivée, c'est 2x. Et donc, je fais x moins, hein, x moins delta f' de x, d'accord, multiplié. D'accord. Et ça, je stocke ça, je store dans l'attribut x, avant ici, d'aller sur le point de bouclage de la boucle. D'accord. Et je recommence. D'accord. Donc voilà à peu près la méthode qui permet de se débrouiller dans les geometric notch pour faire une descente de gradient sur une fonction x2. Il suffirait de changer cette fonction-là pour avoir. Et alors, si vous voulez changer la position de départ, eh bien, il suffit au début, ici, quand vous avez le store, de changer, hein, 1,5 ou 2 ou 3, ou ainsi de suite. D'accord? Donc, les attributs servent de variables pour les géométriques notes. Alors, pour expliquer la descente de gradient, ici, j'ai fait une parabole bleue, y égale x2, et ici, le pointeur de test de la machine, c'est-à-dire qu'on va chercher point par point à déterminer ce minimum qu'on voit visiblement ici. D'accord ? Donc, je vais partir ici de x égale moins 2, par exemple, et je vais dire quelle est la valeur de la tangente. Alors, la tangente, vous voyez que la tangente est décroissante, donc je vais ajouter à x0 df', enfin, je vais retirer df' de x0, c'est-à-dire ça va faire quelque chose de positif qui va augmenter la valeur de x0. Et donc, si je simule ce qui se passe, eh bien, vous voyez que ici, ça diminue et ça va se mettre à... Vous voyez, ça devient stationnaire au voisinage du
au bout d'un certain nombre d'itérations, ici j'ai fait 20 itérations, hein, et je suis quasiment au voisinage du minimum. D'accord? Alors, bien sûr, je peux changer la valeur de départ. Je peux dire, par exemple, que la valeur de départ, je vais changer, je vais prendre 1.5. Je vais me remettre au début. Boum, voilà, cette fois, ça c'est ma valeur de départ. Et puis cette fois, ma tangente étant positive, quand je vais retirer à cette valeur-là d fois f' de x0, je vais diminuer ma valeur de x0. C'est-à-dire, je vais avoir le phénomène, 0. Comme d'habitude, je me trompe. Voilà, hop, 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 hop. Voyez, hein, au bout de 15, 20 itérations, 15 itérations, j'arrive ici. Alors bien sûr, plus j'augmente les itérations, plus la valeur que je trouve est près, hein, plus la valeur de x que je trouve est près du minimum. Hein, à l'infini, je l'atteindrai. Alors, il existe un moyen sur les animation nodes pour aussi montrer comment se fonctionne la descente de gradient. Alors là, je vais activer les itérations d'un point. Vous allez voir tout de suite le point apparaître. Le voilà, hein, il va assez vite. Alors, il est initialisé à 4, mais bon, on peut l'initialiser à ce qu'on veut. Et puis, on va l'avancer. Une itération, donc au bout d'une itération, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que le point approche régulièrement du maximum et stagne. Hein, là, je suis à 15, 20 itérations, il ne bouge presque plus. Et alors, comme on le verra, la valeur disons, proposée par le calcul pour le maximum, enfin le minimum, pardon, c'est 0,0922. D'accord, hein, je vais vous montrer après sur les animation nodes comment on peut le lire. Voilà, donc parabole, vous voyez, ça marche très bien aussi. Alors maintenant, comment c'est fait? Je vais vous montrer sur l'ensemble des animation nodes. Voilà, alors, bon, là, voilà, une photo de l'écran. Voilà, alors, j'explique un petit peu. Il y a ici, ça c'est le corps du programme, c'est-à-dire c'est ça qui va afficher disons le petit point jaune qui se balade et qui se promène sur la parabole. Voici les itérations, voilà la boucle ici, la boucle est, hein, dans les animation nodes c'est une sorte de sous-programme. Et puis ici c'est l'initiation. Alors l'initiation on a rusé, parce que j'ai pas trouvé d'autres moyens d'utiliser les attributs. J'ai utilisé un biais, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai pris le nodes objet attribute output et j'ai été chercher sur un objet que j'ai mis dans la vue 3D, il est caché dans la première version que je vous ai montré, et c'est un cube, et j'ai pris sa location, c'est-à-dire en gros la position sur l'axe des X, d'accord, et j'ai pris ça comme variable, hein, c'est-à-dire j'ai pris ça comme attribut, et c'est là que je stocke mes valeurs. C'est-à-dire que c'est affiché sur un cube, si j'ose dire, on pourra le voir tout à l'heure d'ailleurs. Mais en gros, si vous voulez, j'utilise un objet auxiliaire qui me sert simplement à stocker des informations dessus. Alors comment je les stocke? C'est l'objet du travail qui est en dessous. Alors voilà le loop input, c'est-à-dire l'entrée de la boucle, et puis l'objet attribut output, c'est-à-dire c'est la sortie en quelque sorte de la boucle. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous voyez que à partir de la transmission de l'objet cube sur lequel je stocke mes variables, donc j'ai transmis cet objet-là, ce paramètre-là, et je récupère l'attribut, d'accord? Je
il se convertit automatiquement en float, enfin je veux dire dès qu'on tire dessus et puis que on le met sur autre chose, il se convertit en float. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je fais un petit calcul à part, je prends un nombre delta, je vous rappelle, hein, c'est enfin ce qu'on appelle un hyperparamètre, c'est-à-dire c'est moi qui le donne au début, bon j'ai pris 0.1, on peut prendre ce que l'on veut, mais moi j'ai pris 0.1, on multiplie par la dérivée de f', alors comme j'ai pris comme une parabole, bah, la dérivée de d'x au carré c'est 2x, et puis j'en fais le produit, ça fait donc delta f', et ça je le soustrais à x pour avancer dans la recherche du minimum, d'accord? Et ça je le stocke, vous voyez, je stocke de nouveau sur le cube, sur l'attribut du cube, bah, x moins del étoile fois f' de x, d'accord? C'est-à-dire l'ancienne valeur de la variable, moins bah, le del f' de x, d'accord? De telle manière à être sur la tangente, hein, de me servir de la tangente pour le point suivant. Et puis au-dessus, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais afficher les points quand même. Donc, je prends toujours la valeur, l'ancienne valeur de x, d'accord? Je l'élève au carré et je la combine à x, y pour faire des couples et les mettre dans une liste qui vont être sortis sous la forme ici du 3D Viewer. Je vous conseille ce 3D Viewer, il est très intéressant. Il permet, en fonction d'un certain nombre de paramètres, d'afficher un point. On peut regarder la taille du point. Ici, vous avez la taille du point, width, et puis vous avez la couleur du point. C'est pour ça que vous voyez ce point jaune. Voilà. Donc la boucle est faite comme ça. Hein. Bon, c'est peut-être pas très joli le fait de servir d'un paramètre d'un objet pour faire notre petite bidouille. Alors, par contre, bah, on le voit bien, je vais vous montrer le cube. Hein, je vais vous faire apparaître le cube, vous voyez. Le cube, il est là, c'est le cube qui stocke les données, et quand je joue sur l'itération, eh bien, le petit cube se déplace. C'est normal, puisqu'il reçoit sur sa coordonnée x les valeurs de x, c'est-à-dire de l'abscisse où je fais mon calcul pour l'approche du gradient. Hein. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous montrer quand même un petit peu, hein, c'est là que c'est intéressant. Je vais vous montrer à moitié si j'arrive à faire cette manipulation. Oh non, ça n'aurait pas l'air de marcher. Hop, je vais déplacer ça sur le côté au maximum. Je vais ramener ça là. Voilà, si je peux. Et je vais grossir ici pour que vous voyez le viewer. Je pense qu'on va réussir à voir le viewer en même temps que l'itération. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu l'itération dans le passé. Vous voyez, voilà, mon cube se déplace. Donc, vous voyez en même temps, hein, à chaque fois, l'itération, elle est ici, dans la boucle. Hein, je suis dans la boucle ici. Et regardez bien la valeur du viewer, c'est elle qui donne la valeur de x que je suis en train de manipuler, c'est-à-dire l'abscisse de ce point jaune qui doit se rapprocher du minimum. Et si je regarde bien, je vais faire une itération. Alors voilà, je suis à 2 itérations, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous voyez que le point jaune commence à stagner. Et si je grossis, alors là je suis à 12 itérations. Si je grossis la valeur de x du viewer, vous voyez que la valeur de x que j'ai, c'est 0,05438. Donc ça veut dire que, effectivement, je suis assez proche du minimum de la parabole, puisque là, ça commence à stagner. D'accord ? Donc en fonction du nombre d'itérations que je vais avoir une donnée de plus en plus précise. Bon, là, je vais exagérer. Je vais faire 122, je vais voir ce que ça donne au viewer. Vous voyez, c'est pratiquement 0. Hein,
je suis pratiquement à 0. C'est pas exactement 0, c'est pas vrai. Hein. Si je remonte, je dois être au niveau de la précision de l'affichage. 74, on va regarder si je vois encore. Non. Bon, voilà, la précision de l'affichage, ou du float d'ailleurs. Vous voyez, là je suis à 0,0682. D'accord? Donc je me rapproche régulièrement. D'accord? À la précision, bien sûr, des floats du calcul. Voilà. Donc voilà une autre méthode, hein, qui n'est pas celle des geometric nodes, mais qui est celle des animation nodes, où je montre effectivement comment on peut se balader dans la notion de gradient. D'accord? Voilà. Hein, on refait un petit coup. Hop. On va faire un par un. C'est plus simple. Voilà. Voilà. Hop. Allez, 1. Voilà. Voilà. On voit bien là qu'on se rapproche. Voilà. Alors, on va essayer de modéliser un petit peu le b.a.-ba disons, de l'intelligence artificielle, qui consiste à approcher un nuage de points par une droite, ce qu'on appelle la régression linéaire, d'accord? Mais en utilisant ce qu'on appelle la méthode de descente du gradient, qui est illustrée précédemment. Alors, pour ça, comment on va procéder? Alors, on va considérer qu'on a un nuage de points, un ensemble de points qu'on appelle, que les gens de l'intelligence artificielle appellent un dataset, c'est-à-dire un ensemble de données, dans le plan R2, c'est-à-dire donc un ensemble de couples XY que l'on essaye d'approcher par une droite, on va faire une approche linéaire, une régression linéaire, au mieux de tous les points. Alors, pour visualiser un petit peu ce que ça signifie, eh bien, ça veut dire que dans un repère, on a un nuage de points qui sont les points bleus qu'il y a ici, d'accord? Les points bleus qui sont donnés par l'expérience. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle le dataset. Donc, c'est des couples de coordonnées xi, yi, dont le i varie entre 0 et n, par exemple. Et on cherche une droite. Donc, ce que j'ai noté H indice AB, pourquoi? Parce que une droite, ça dépend de deux coefficients A et B comme équation. Et ça s'écrit H de AB égale, en gros, Y égale à X plus B. Voilà. Alors, si cette droite approche au mieux, ça veut dire que les points, ça veut dire que les espaces, entre guillemets, c'est-à-dire les distances qui séparent les points de la droite des points correspondants du nuage de points, sont minimisés, ce qu'on appelle. Alors, ça veut dire quoi graphiquement? Vous voyez, tous ces traits rouges, ce sont on peut dire les erreurs qui existent entre, pour une valeur xi, hein, donc pour une valeur des abscisses des points du dataset, j'ai d'une part ce que la droite va me donner, c'est-à-dire HAB de xi, et d'autre part la vraie valeur yi, c'est-à-dire celle qui m'est donnée par l'expérience. Donc j'ai une erreur qui est la différence entre les deux. D'accord? Et l'ensemble, la somme de ces erreurs s'appelle, enfin presque la somme de ces erreurs s'appelle le coût. Alors en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va prendre tout simplement, alors vous voyez ici, pour un xi donné, j'ai HAB de xi, qui est l'ordonnée du point de la droite correspondant, et yi, le point correspondant pour l'expérience. Donc je vais calculer HAB de xi moins yi, c'est-à-dire cette longueur de segment, pour pas avoir d'ennui au-dessus, en dessous, hein, les positifs et négatifs, donc je l'élève au carré, et je fais la somme de tous ces petits segments, au carré, de 0 à n, d'accord? Et ça, je le multiplie, alors là, pour des raisons de moyenne,
1 sur n théoriquement, mais là 1 sur 2n, vous verrez pourquoi, c'est au niveau du carré, après ça facilite les calculs. Et cette fonction, qui dépend bien entendu, nous ce qui va nous intéresser, non pas les xi et les xi et les y nous sont donnés, mais de a et b, parce que a et b, ben, c'est à nous de les trouver. Ça va être les coefficients de la droite. Donc on va avoir une forme qui est comme ceci, alors en remplaçant h de AB de xi par sa valeur en fonction de a et b, c'est-à-dire axi plus b, d'accord? Alors ça, il faut essayer de le minimiser en a et b. Alors pour minimiser ça, on va faire une descente de gradient. Qu'est-ce que c'est une descente de gradient? On a vu qu'on partait, en réalité, on choisit arbitrairement un couple de départ, A0, B0, c'est-à-dire des valeurs de A et de B, c'est-à-dire on va choisir une droite, quoi, au hasard. Et puis on calcule ce qu'on appelle le gradient. Alors le gradient, je vous rappelle, c'est les tangentes, selon les deux dimensions, parce que, bon, il y a quelques explications à donner. Comme on est dans un deuxième degré, ici, la courbe représentative, si je me mettais dans le plan, bien sûr, là c'est dans l'espace, mais en gros c'est un genre de parabole, d'accord? Et donc forcément il y a un minimum quelque part. Donc je vais faire exactement ce que j'ai montré dans la première partie, c'est-à-dire je vais calculer ce qu'on appelle les gradients, c'est-à-dire les dérivées partielles selon A et selon B de cette quantité-là. Alors ça me donne pour la dérivée partielle en A0, B0 de J de AB, d'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur 2n, d'ailleurs c'est faux parce que c'est 1 sur n, 1 sur n, parce que ici la dérivée c'est 2 fois quelque chose, sigma de i égale 0 à n, des xi, puisque ici devant a, il y a xi, d'accord? Donc xi que multiplie, c'est UU', la formule, donc A0 xi plus BI, Y. Et alors pour B, c'est un petit peu différent, puisqu'il n'y a pas de coefficient x devant, donc il n'y a pas de xi, mais c'est la même chose pour le reste. Et là, pareil, c'est pas 1 sur 2n, mais 1 sur n. Alors on obtient donc ces valeurs de gradient, qui vont nous servir, comme on l'a vu, à itérer le processus, c'est-à-dire en partant de A0, B0, on va choisir par exemple A1 égale A0 plus un certain coefficient que je vais choisir arbitrairement, que multiplie cette dérivée partielle en A. Et là, même chose de l'autre côté. Et je vais recommencer le calcul, je vais regarder le coût et je vais recommencer le calcul un certain nombre de fois et je vais exactement avoir ce procédé de descente de gradient, c'est-à-dire de proche en suivant les tangentes entre guillemets, je vais me rapprocher de la valeur minimum. Alors, ça c'est pour la théorie. Maintenant, on va voir pour la pratique. Nous voilà dans l'espace de Blender avec une simulation. Alors vous avez des points, d'accord, les points qui sont distribués d'une manière aléatoire, et puis la droite sur laquelle on a donné des coefficients arbitraires, ici 2 et 1, d'accord. Et on a programmé ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'approche linéaire du nuage de points par la droite, du dataset par la droite, et par des itérations, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle la descente de gradient. Alors là, on n'a pas d'itération, je vais mettre la première itération, je vais mettre 2, voilà, vous voyez que déjà la position de la droite change, elle va essayer de s'approcher au mieux des points, je continue, 3, vous voyez, elle pivote, 4 itérations, donc au bout de 4 itérations, elle essaye de se rapprocher au mieux, enfin elle essaye, elle est programmée pour, 5, alors évidemment les calculs sont assez longs, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, 6,
Vous voyez que ça va plus lentement parce qu'on se rapproche quand même d'une position qui a tendance à s'approcher. Alors là, je vais sauter un petit peu, je vais mettre par exemple 10 directement. Alors on va voir ce qu'elle va faire. Voilà, vous voyez, elle s'est déplacée un peu. Puis alors là, je vais faire dans le dur, hein, je vais mettre 50 par exemple. On va avoir un peu de patience à avoir, parce qu'elle va mettre du temps à calculer, et puis au bout de ces 50 itérations, elle devrait, théoriquement, arriver à nous donner une approche meilleure. Voilà, vous voyez, là, bon, c'est pas mal hein, comme approche quand même. Si on regarde bien les écarts par rapport au temps, on a bien minimisé tous les écarts à peu près. Bon, puis je pourrais aller plus loin, je pourrais aller à 100, à 1000 avec des machines plus puissantes, parce que là j'enregistre et en même temps je fais des calculs, donc ça fait beaucoup de choses. Mais en gros, vous avez compris l'idée de la régression. On part d'une position arbitraire, n'importe laquelle, hein, et on régresse, si j'ose dire. Voilà. Hein, par exemple, voilà une autre itération. Je pars de 1, puis je vais vous mettre directement 10, par exemple, pour voir. On va voir 10 ce que ça donne. On va aller voir le travail. Toc, vous avez vu qu'elle a complètement pivoté. Et puis, bon, ben, si je continue, bien sûr, si je mets 20, ça va être meilleur, et ainsi de suite. Voilà, je remets 20. Et vous voyez que la droite se rapproche de la position où elle était tout à l'heure, au mieux. Bon, on va remettre 50, hein, puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors là, bon, ben, ça va mettre du temps, hein, bien sûr, mais théoriquement, on devrait approcher au mieux chacun des points. Bon. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle une régression, mais en utilisant donc quelque chose de différent, qui est la descente de gradient. Quelques commentaires sur ce qui a été fait donc avec les animation knobs de Blender. Voilà si j'ose dire, le corps du programme. Vous avez, alors on rentrera dans les détails des choses, mais en gros le dataset est créé ici. Vous voyez que c'est très simple. J'ai invoqué un programme qui est un programme Python, qui génère une liste de float, hein, de nombres qui sont, je vais vous les montrer avec un viewer, hein. Vous avez toujours cette faculté du viewer, s'il veut bien. Ah ben il est là aussi. Voilà, alors j'ai le viewer, et vous voyez que ici, si le viewer fonctionne, voilà. D'accord, vous avez vos valeurs aléatoires qui sont là, qui représentent les points que j'avais donnés. Bon. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que ça s'est piloté donc par un programme Python. Je les ai mis dans un fichier qui sera communiqué à la fin de la vidéo. Et on utilise donc cette liste, d'une part pour afficher les petits points, mais aussi pour les calculs. Alors on l'utilise pour deux choses. Déjà, on va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe en dessous. Ça c'est la boucle, c'est un petit peu compliqué, on en parlera après. Par contre, ça c'est assez intéressant, parce que je n'avais pas d'accumulateur. Ce qu'on appelle un accumulateur dans une boucle, c'est une variable qui est stockée au départ et qu'on actualise à chaque tour de la boucle. Et c'est la seule chose qui peut rendre ça avec les animation nodes, c'est ce qu'on appelle les attributs. Or, moi j'avais deux attributs à charger, à savoir A et B. Et donc il m'a fallu créer un programme Python qui
qui génère des attributs sur un objet. Ici, j'ai choisi un plane, hein, on le voit ici, j'ai input plane, et ce plane reçoit comme attribut sur sa structure de data, un attribut, c'est tout simplement une variable qui est stockée dans les données d'un objet, hein, d'accord? Donc là, j'ai stocké A et B par un programme Python. Alors je le sors, j'ai pris comme valeur initiale, par exemple ici 0, 2 et 2, on peut prendre n'importe quoi, hein, comme je vous ai montré. 0, 2 et 2 sont stockés donc dans deux attributs que j'appelle A et B. Alors on peut les voir, les attributs du plane, dans le menu Properties, hein, je vais vous montrer sur le côté, si je peux. Je vais me mettre sur plane, voilà, et puis je vais aller sur attributs, voilà, vous avez ici A et B, qui sont deux attributs qui ont été créés par mon programme Python. Ces attributs-là, je ne sais pas d'où ils viennent, mais bon, je les laisse, j'en ai pas besoin. Mais j'ai A et B qui ont été créés ici, dans les attributs du plane, d'accord? Alors, maintenant, une fois que j'ai créé ça, eh bien, j'ai donc stocké la valeur de A et de B au début, et je me sers du plane comme variable, comme support de variable pour la boucle. Alors la boucle par elle-même est un peu plus compliquée, elle, parce que ça c'est le corps de la boucle en entier, on va voir les détails. Ça c'est l'entrée de la boucle, d'accord? Donc j'ai bien sûr la variable O qui contient le nom de l'objet sur lequel je stocke les informations, c'est-à-dire les attributs. Alors là, j'invoque un programme, un premier sous-programme qui permet de récupérer les valeurs de l'attribut sur le plane. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça fait un lien. Donc je récupère ça dans des values A et B qui sont mis dans une liste V, d'accord? Une liste de floats. Pour récupérer séparément A et B, je suis obligé de faire des get d'objets. Donc j'utilise les nodes gets, et j'envoie ça sur un script, qu'on va voir en détail, qui permet de tracer la droite AB. Une fois que j'ai ça, je trace la droite AB, donc je la trace. Maintenant, il faut que je fasse l'itération, c'est-à-dire que je change les valeurs de A et de B avec le processus que je vous ai montré dans la première partie, qui consiste à calculer le gradient. Donc je vais avoir ici un programme Python qui calcule le gradient, d'accord, de A et par rapport à A et par rapport à B. Là, j'ai besoin de la longueur de la liste de tous les vecteurs pour calculer le gradient, hein, c'est le n. Revoyez les formules que je vous ai données pour le gradient. Puis une fois que j'ai ces gradients, je recalcule, hein, vous vous souvenez la formule de récurrence que j'avais pour Windows dans la descente de gradient, je l'ai, alors voilà les formules, donc ça c'est les formules des gradients, donc vous voyez j'ai bien besoin, alors j'ai pas 2, hein, c'est un n simplement, bon, une erreur de calcul. Voilà les formules qui donnent les valeurs des gradients par rapport à A et par rapport à B, d'accord? Donc c'est ça que je calcule dans les machins. Et ensuite, je recalcule mes coefficients A avec un coefficient alpha que j'ai intégré dans le système, qui vaut 0,1, d'accord? Et qui permet de relier la suite des AKBK que je vais donner, c'est-à-dire des coefficients A et B de y égale à x plus b, que je vais changer au fur et à mesure pour améliorer l'approche. Alors si je regarde ici, j'en ai ouvert combien, voilà. Si je regarde ici, c'est ce que je fais, hein, je calcule les anciens A, si j'ose dire, et par rapport à voilà, hein, voilà l'ancien A qui arrive là, et je lui retire alpha gradient de A, d'accord? Et ça, je le réinjecte dans l'attribut du plane pour mémoriser dans un accumulateur, hein, les nouvelles valeurs. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je mémorise dans le plane.
Voilà. Et ça, c'est donc le corps de ma boucle. D'accord? Alors voilà tous les scripts qui correspondent aux différents sous-programmes. Et j'obtiens donc le fonctionnement global de la régression linéaire, hein, grâce à cette itération-là. Hein, donc le lancement de la boucle est ici. Hein, c'est la boucle, elle invoque ce corps de boucle ici. Et suivant le nombre d'itérations que je donne, et bien entendu, j'approche plus ou moins ce que je veux. Bon, je me mets par exemple à 2 ici, pour simplifier un petit peu. Voilà. Donc voilà en gros les idées. Alors maintenant, il y aura quelques éléments que je vais donner en complément pour vous aider à visualiser cette régression linéaire. À partir du document que je fournis, vous pouvez reprendre les scripts et les créer de la manière suivante. Je vais vous montrer. Alors, c'est assez simple. Bon, je l'ai déjà montré dans d'autres. Bon, alors vous créez votre propre espace. Par exemple, je sais pas, géométrie, on va mettre là. Peu importe, ça, j'en ai pas besoin. Donc, join. Top là. Par contre, j'ai besoin d'une zone texte. Donc, separate vertical. Voilà. Hop. Voilà. Là, je vais mettre texte editor. Voilà. Bon. Et là, je vais mettre les animation notes. Où il est animation notes? Voilà. Bon, voilà. Alors, bon, vous êtes comme ça, et vous voulez utiliser, hein, par exemple, ici, vous avez, voilà, par exemple, là, j'ai mis la forme des notes, des notes, et le programme Python en face, d'accord? Bon, alors, donc, la première chose, c'est après, on verra un petit peu comment tout ça fonctionne, mais il faut faire attention, hein, quand vous allez créer les nuages de points ou les choses ou autre chose, ou par exemple ici, créer un attribut. Nuage de points, c'est pas mal. Hein. Alors, on va prendre donc. Alors, les import OS, c'est utile pour aller voir éventuellement si vous voulez voir ce qui se passe dans la toggle. Je vais vous montrer. Alors, donc, je copie. Alors, copiez bien, parce que moi, j'ai eu des bêtises en copiant mal. Hein, on va vérifier. Alors, une fois que vous avez copié, vous avez dans New, ici, vous faites New, et vous faites Past, Bing. Et vous avez votre programme qui est copié avec tout ce qu'il faut théoriquement. Hein. Bon. Alors vous lui donnez un nom. Ici par exemple c'est, on va l'appeler data 7 puisque c'est son nom. Voilà. Alors maintenant comment on l'utilise? On fait new ici déjà. D'accord? Vous mettez dans les emission notes, vous vérifiez hein, dans le note-trees que vous êtes en changed. Voilà, poum. Alors, je décris quand même quelques petites choses. Hein. Ça fonctionne comment pour distribuer les points du dataset .py, hein, aussi j'aime bien rajouter pour avoir les informations précises. Alors, vous voyez que je crée une liste B, vide. Random seed 54, c'est important parce que c'est ce qui va me permettre à chaque exécution d'avoir la même génération de nombres aléatoires. Voilà. Alors, n'oubliez pas l'import random, hein, parce que sinon, le random uniforme là entre -10 et 5, hein, ça c'est les valeurs, c'est l'intervalle dans lequel j'ai décidé de travailler.
Et puis bah, là, bah, j'ai dit A c'est le nombre comment ça s'appelle, de points que je veux générer. Voilà, d'accord? Donc maintenant, quand je vais créer mon script, Shift A, donc je vais créer un script, ce programme. Alors faites attention, il y a deux choses, il y a la création du script et il y a l'appel du script, qui sont deux choses différentes. Alors d'abord, je vais grossir un peu. Donc vous avez bien vu, hein, Shift A, vous allez dans ce programme et script. D'accord? Alors maintenant, on va grossir un peu, je vais aller chercher mon script, mon data script. Et alors, bon, par mesure de précaution, quand on en a beaucoup, comme j'en ai beaucoup ici, je vais lui donner un nom à mon script et je vais l'appeler, bah, par exemple, data set. Voilà. Ouf. Bon. Alors, c'est pas suffisant. Si vous regardez bien, j'ai noté ici qu'il faut intégrer des éléments. C'est-à-dire, par exemple, en A, ce que je veux importer, c'est-à-dire en paramètre, bah, c'est le nombre d'éléments. Et B, ça va être la sortie, c'est-à-dire ce que je veux sortir, c'est-à-dire une liste de vecteurs. D'accord, hein, parce que bah, ici, c'est une liste de vecteurs. Une liste de trois éléments. Donc, new. Je voulais vous le montrer jusqu'au bout. C'est un peu court tout ça. Voilà. Hein, alors, new input. Bah, là, j'ai besoin simplement d'un integer, hein, puisque ici, j'ai besoin d'un entier qui est A. D'accord, qui va jouer le rôle donc du range que j'ai ici. Et puis en output, je vais demander une vector list, d'accord, et qui va s'appeler, bah, on l'a vu, elle s'appelle B. D'accord? Alors, maintenant, comment j'utilise ça? Bah, il faut que je mette ça en bas et je fasse Shift A. Je vais utiliser ici invoke. Ah oui, j'ai oublié data, mais enfin bon, invoke ce programme. Voilà, le voilà. D'accord? Donc il a bien, vous voyez, comme paramètre A et B comme sortie. Et puis, bah, je vais utiliser, par exemple, ici, je vais en générer 5, par exemple. D'accord? Alors vous me direz comment je les affiche. Eh bien, Shift A, il suffit. Alors vous pouvez vérifier déjà avec un viewer simple, s'il y a des gens qui ont été, voilà, hein, vous voyez, ça a été envoyé. Alors maintenant que je les ai, X, il faut les dessiner. Alors là, il y a un moyen très simple, c'est le viewer 3D. 3D viewer. Je l'utilise ici, je mets les datas, hop. Alors vous voyez qu'il il affiche des petits points, donc je vais grossir un petit peu. Je vais mettre, je sais pas, 8 pour que vous les voyez bien. Voilà. Et voilà, ils sont apparents ici. Et bon, bah après, vous pouvez jouer sur ce que vous avez envie. Si vous avez envie que s'ils soient plus près les uns des autres, bah vous modifiez les valeurs qui sont là. C'est à vous de voir, hein. Là, moi, je vous ai montré un exemple pour que vous ayez non seulement l'exemple de la création du nuage, mais ensuite de l'utilisation des scripts. Tous les scripts, vous avez les scripts dans le document, vous les ramenez, vous les copiez et vous en faites à chaque fois un petit programme. Vous créez ensuite un script et vous l'invoquez dans la structure que je vous ai proposée.